Jingle, pas de jingle? Non, pas de jingle, c'est pas grave. Première partie de cette émission, les enjeux politiques des luttes sociales avec Lionel Burriello qui va venir nous rejoindre avec André Fada et peut-être Gilles Reynaud tout à l'heure. D'abord, la réindustrialisation du pays, c'est un sujet dont il est régulièrement question dans le Vidéomaton. Il circule un peu partout en France. Recueillir vos témoignages, vos propositions. Extrait, regardez. Bonjour, alors moi je voudrais intervenir sur la réindustrialisation, oui, tout en respectant bien entendu l'environnement et les conditions de travail des salariés. Voilà, ce qui m'intéresse aussi dans la France Insoumise, c'est le projet du protectionnisme solidaire et écologique qui permettra de réimplanter l'industrie en France, notamment ici comme dans le Nord. Voilà, on a eu des entreprises historiques de sidérurgie, d'aciérie qui ont fermé. Il y a quand même un avenir pour ces entreprises aussi. C'est en lien avec le protectionnisme aussi solidaire, c'est l'économie de la mer. Pour l'économie de la mer, on peut trouver des débouchés à ces industries de sidérurgie, pour l'éolien marin par exemple. Donc ce qui m'a séduit dans la France Insoumise, c'est ça aussi, c'est ce projet de réindustrialisation dans le respect de l'environnement et des hommes. Et c'est pour ça que j'invite tous les travailleurs à signer, à appuyer la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour recréer de l'emploi et des emplois industriels, on en a besoin aussi, parce qu'on a le savoir-faire en France et il faut cesser aussi de brader nos brevets à l'étranger. Voilà. Et dans cette partie, il sera notamment question de l'arrêt du nucléaire, de la transition écologique, on parlera des détachés, nous parlerons également des traités européens dont il faudra sortir, du protectionnisme solidaire et tout de suite on va dire non, stop aux délocalisations. Pour cela, Lionel Burriello. Bonjour Lionel, délégué syndical d'ArcelorMittal à Florence. Bonjour. Vous avez vécu la fermeture des 2 hauts fourneaux qui est effective depuis 2013. À vos côtés, en face, André Fada, soudeur, vous êtes secrétaire général de l'Union syndicale multiprofessionnelle des chantiers navals de Saint-Nazaire de 1999 à 2011. Secrétaire, vous étiez, et vous êtes aujourd'hui syndicaliste à la Fédération... À la CGT de l'intérim. De syndicale de l'intérim CGT. Et enfin, Gilles Reynaud, fondateur de l'association Ma Zone Contrôlée, où vous allez intervenir, entre autres, sur la transition les travailleurs du nucléaire, oui. Énergétique et les travailleurs du nucléaire. Tout d'abord, pour débuter, un mot, et c'est ce que porte l'avenir en commun, stop aux délocalisations, Lionel. Oui, stop. Alors, c'est pas moi qui est supposé poser les questions ici, mais j'ai envie d'évoquer en fait une première question qui est essentielle. C'est l'industrie aujourd'hui est-elle stratégique, essentielle pour notre territoire? Et l'industrie dans toutes ses activités, dans toutes ses filières. Alors pourquoi? Parce que c'est une question politique qui engendre nécessairement, suivant la position de chacun et notamment des candidats à la présidentielle, des choix économiques, des plans d'action économiques. Et à ce titre-là, bien évidemment, la question de la réindustrialisation passera bien évidemment par la prise en considération ou non de certains choix qui vont s'orchestrer. Donc, concernant l'industrie, bien évidemment, je vais parler de ce que je connais le mieux, en l'occurrence la filière acier. Ouais. On sait tous que, voilà, comme les chantiers navals de Saint-Nazaire, la filière acier, voilà, c'est une activité qui est cyclique. Qu'est-ce que ça veut dire, une activité cyclique? C'est-à-dire qu'elle est saisonnière? Elle n'est pas forcément saisonnière, c'est qu'à un moment donné, suivant la demande, suivant les clients, il y a parfois une forte demande, parfois une demande en berne, et qui fait qu'à partir de ce moment-là, on doit avoir des outils qui fonctionnent soit à hauteur de leur capacité nominale ou non. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2008, en 2010, on a subi de plein fouet une crise qui a eu pour conséquence, notamment dans la filière acier, donc de mettre en veille, sous cocon, voire de fermer des capacités des hauts fourneaux, des aciéries, et qui ont engendré, si vous voulez, un véritable appel d'air à l'importation. Oui, mais enfin, quel rapport entre la crise économique, boursière, et l'arrêt de votre production? Toujours cette question de mondialisation et de générer du fric au maximum. On n'est plus dans un état d'esprit à avoir des industriels, des stratégies industrielles paternalistes. Non, on est vraiment dans des stratégies financières. C'est la recherche du rendement. Du rendement, mais ce qui est assez
assez bizarre, c'est qu'au moment où on se bagarre pour notamment sauvegarder nos deux capacités, nos deux hauts fourneaux à Florange, c'est que on prend pas la dimension en fait de tout ça. Aujourd'hui, comme je disais, c'est une activité qui est cyclique. En 2008, en 2010, on avait une demande d'acier qui était en berne, donc on s'est dit bon, forcément, c'est des choix, on va dire entre guillemets, pas forcément acceptables, parce que c'était des sites qui étaient rentables, viables et fiables, mais on pouvait considérer qu'effectivement, avec une demande d'acier qui était en berne, voilà, le patron, Mittal, a considéré de mettre sous cocon certaines capacités. Aujourd'hui, vu que c'est cyclique, cette demande d'acier rebondit. Et aujourd'hui, avec la fermeture de toutes ces capacités, on est vraiment dans le besoin de répondre à nos clients. Et suite à ces fermetures de capacités, on ne peut plus répondre à cette demande. Donc, vu qu'on ne peut plus répondre à cette demande, forcément, on va là et on va se fournir là où il y a encore des capacités qui produisent à plein fouet. C'est-à-dire ailleurs qu'en France, notamment dans les pays émergents, en Inde, au Brésil, où forcément, alors le coût pour faire une tonne d'acier est le même, mais la main-d'œuvre, entre guillemets, est moins chère. Alors je me fais un petit peu l'avocat du diable. Ça a été ça. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais qu'est-ce qu'on fait quand le carnet de commandes est un petit peu moins rempli et que la société doit continuer de tourner sans la fermer? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ce qui est bien dans l'industrie, et notamment dans l'acier, c'est qu'on peut moduler nos productions. C'est qu'à un moment donné, c'est des outils qui travaillent 24 heures sur 24, et ce qui fait finalement, c'est pas d'aujourd'hui. Quand je parlais que c'était cyclique, la fonte, l'acier, ça existe depuis plus d'un siècle. Donc avant, avec des véritables, entre guillemets, industriels, parce qu'il y a à boire et à manger aussi, quand je disais paternaliste, il y avait aussi à boire et à manger, les conditions de travail, on va pas évoquer, on va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, la différence entre ces industriels, entre guillemets, et ces financiers, c'est qu'on arrivait à moduler notre carnet commande, à lisser, si vous voulez, la demande sur l'année. Tandis que là, ils ont une visibilité à court terme, et qui fait que, à court terme, pour générer un maximum de fric, on ferme certaines capacités. Et puis après, je rentre pas dans les conséquences, qui engendrent des conséquences forcément industrielles par la fermeture des outils, des conséquences sociales par la suppression des emplois, et en ce qui me concerne dans ma région, des conséquences politiques avec une montée du Front National. Voilà. Parce que, mais qu'on comprenne bien là, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à redémarrer? Parce que redémarrer un haut fourneau, c'est ça prend beaucoup de temps. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à réinvestir les lieux, les usines dans lesquelles on fabriquait cet acier-là? Sachant qu'il y a une demande qui repointe son nez maintenant. C'est ni plus ni moins, c'est ce que je disais en introduction, c'est ni plus ni moins que des choix politiques. C'est un peu, je prends toujours l'exemple d'une voiture, À un moment donné, votre voiture, elle a 300 000 km, elle est en fin de vie. Soit demain, le moteur est HS, vous prenez votre vélo pour aller au boulot, ou soit vous investissez de nouveau dans une nouvelle bagnole, Donc c'est exactement ça. À un moment donné, si on fait le choix politique et qu'on considère qu'aujourd'hui la filière acier est stratégique pour notre pays, pour notre territoire, notamment avec, dans le cadre de l'avenir en commun, une planification écologique où la base de tout, parce que dans notre quotidien, en fait, il y a énormément d'acier, que ce soit dans votre canette de soda, les meubles, votre voiture, je parlais des voitures, mais si on considère aujourd'hui que la mise en place de la planification écologique qui est inscrite dans l'avenir en commun passe par la production d'acier, chiche, pourquoi pas. Alors redémarrons ces filières, et je voudrais peut-être terminer, alors je ne sais pas si je suis long ou pas, mais effectivement aujourd'hui la question écologique dans l'acier, alors on a toujours l'idée que l'industrie, les filières acier, c'est anachronique, c'est désuet, c'est archaïque, c'est des choses en noir et blanc, Charlie Chaplin, vous voyez le truc, Et finalement, non, c'est pas tant que ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on arrive à produire de l'acier propre. C'est ça qui est hallucinant. Moi, je viens d'une région où il y avait des hauts fourneaux, des aciéries, où souvent tout était sombre, vous voyez le truc, un peu les mains d'or, la Villiers, vous lisez le texte, vous avez compris, Et aujourd'hui, nos centres de recherche ont réussi à trouver un procédé qui nous permet de produire de l'acier propre. Alors je m'entends, pas 100% propre, mais pour que vous ayez bien en tête, une tonne d'acier produit dans une usine génère 2 tonnes de CO2 émis à l'atmosphère. Aujourd'hui, on a un procédé qui pourrait faire une tonne. Et on ne se donne pas l'opportunité. Diminuer l'impact écologique de la production d'acier. Et on ne se donne pas l'opportunité aujourd'hui. Alors, vous parliez de redémarrage de capacité. Chiche.
on redémarre les capacités pour mettre en œuvre la planification écologique de l'avenir en commun, et en plus de ça, on produit de l'acier propre. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Lionel, il y a peut-être là une vraie discussion à avoir et de vrais arguments à vous donner si vous nous regardez. Les gens qui ne croient plus là en cette politique et se disent bon, on va aller voter Front National. Vous connaissez très bien le sujet. Que va-t-il se passer demain avec le Front National si tant est qu'ils arrivent au pouvoir? Quelle est la grande différence du projet? Parce qu'il y a un point essentiel là dans la différence du projet et de vision de l'industrie française. C'est très important de le souligner, je pense. La grande différence, et je crois que c'est ce que soulignait Philippe précédemment, c'est qu'à un moment donné, nous on parle de choses qu'on connaît. C'est-à-dire que nous on est syndicalistes et que notre combat, entre guillemets, ne se limite pas forcément au portier de notre usine. On a envie que ça soit d'étendre cet appareil, puis d'étendre ce rapport de force. Vous me parliez du Front National, très bien. Moi, à 10 km de là où j'habite, j'ai un maire frontiste qui fait la une de tout l'ensemble des tabloïds français pour tout et n'importe quoi, qui croit qu'aujourd'hui la politique c'est du marketing, et qui fait qu'aujourd'hui, moi ce mec-là, par exemple, j'ai envie de lui dire concrètement, depuis que les hauts fourneaux sont fermés, qu'est-ce que tu as fait, toi en tant qu'élu, local certes, mais élu, pour donner l'opportunité, pour redonner de l'espoir et pour redémarrer ces outils de production? Rien. Rien. Et strictement rien. Alors c'est bien beau de pavaner dans les marchés, de dire voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes, mais on l'a jamais vu distribuer un tract au portier, on l'a jamais vu venir débattre, échanger avec les salariés. Je veux dire, non, ceux qui débattent et qui échangent avec les salariés, c'est nous, les syndicalistes. Alors souvent, décriés, mais en tous les cas, c'est nous, quoi. Et puis, c'est peut-être le moment aussi de souligner, car ce programme porté par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun, il est le fruit de nombreuses réunions, et ce sont des gens qui savent, qui ont écrit ce que Mélenchon aujourd'hui porte, mais ça c'est très important de le souligner, et c'est pas la volonté d'un homme ou d'une femme d'avoir écrit ce programme, c'est le fruit d'innombrables rencontres de gens qui savent, comme vous par exemple. Un mot encore de Flange, où en est la lutte là aujourd'hui, Lionel? Alors je vais faire de l'humour, j'ai presque envie de dire qu'avec Mittal, finalement, le seul qui se retrouvera pas au chômage, c'est le syndicaliste, parce qu'il y a toujours du taf, quoi. Forcément, aujourd'hui, au-delà du fait qu'on a fermé nos 2 hauts fourneaux, aujourd'hui, il y a un plan de productivité qui se met en place avec 300 suppressions d'emplois à l'horizon 2020. En productivité, bien évidemment, c'est au-delà du fait que nous sommes un matricule sur notre lieu de travail, un salarié ArcelorMittal est considéré et produit 900 tonnes par an d'acier. Mittal va aller plus loin que ça, veut que le salarié lambda produise 1200 tonnes par an, donc une augmentation de 30% de productivité. Et bien évidemment, la politique Mittal financière passe inexorablement par des suppressions d'emplois, donc 300 emplois à l'horizon 2020. Avec une réponse pour tout ça, peut-être, en tout cas on y croit ici à la France Insoumise, le protectionnisme solidaire. On en parle juste après cette petite vidéo, regardez. La grosse préoccupation, c'est une nouvelle vente de notre chantier qui est soumise et qui nous interroge fortement sur l'avenir de nos emplois et sur l'avenir même de notre industrie en termes de perspective. Une nationalisation, pourquoi pas, mais derrière, quel contenu on y met, quel contenu social on y met, et quel contenu de politique industrielle on y met. C'est cette question-là, parce qu'il ne faudrait pas que la revendication de la nationalisation, ça soit un petit peu un plat sur une jambe de bois. Dans cette Europe hyper libérale, on est soumis à la concurrence sociale avec de nombreux salariés détachés qui viennent travailler sur le site et qui génèrent forcément, je dirais, de la haine et de l'incompréhension par rapport aux salariés locaux. C'est un jeu dangereux dont se servent le patronat, puisque derrière ils exploitent les salariés détachés. Et derrière, c'est un jeu dangereux aussi parce que ça fait monter les idées racistes. On est tous des salariés, quelle que soit notre nationalité, on a besoin d'avoir le même contenu social, et c'est pour ça que l'idée d'un statut social unique pour tous, avec une bonne rémunération, ça rééquilibrerait les choses et ça permettrait, je dirais, de retrouver de la solidarité. Oui. On va donc parler du protectionnisme solidaire. On va parler du protectionnisme solidaire maintenant, et en particulier de ce phénomène-là qui est décrit par la personne qu'on vient de voir dans le reportage, y compris les travailleurs détachés, qui sont un phénomène actuel. Mais d'abord, la question du protectionnisme comme étant une réponse à la façon dont aujourd'hui on produit, et comment ce pourrait être un moyen de relocaliser la production en France. Bon, moi je voudrais aborder quand même à partir de la réalité des chantiers navals de Saint-Nazaire. Ouais.
c'est qu'aujourd'hui, depuis déjà 20 ans à peu près, il y a une politique d'affaiblissement des capacités industrielles du chantier naval. Comme le dit Joël Cadoré, qui est délégué syndical du chantier naval, c'est un statutaire de STX, effectivement. Alors que vous étiez un intérimaire. Moi, j'étais intérimaire sur ce chantier naval, je faisais partie de la sous-traitance. Ouais. Et justement, nous, on a connu, à partir de 1999, une explosion de la sous-traitance en cascade, avec une multitude de statuts, de précarité, une montée phénoménale de la précarité, ce qui nous a poussé à nous organiser autrement pour faire face à cette atomisation du salariat. On s'est retrouvé à 14 000 travailleurs sur ce chantier naval de 130 hectares en 2002. Pendant combien de temps? Jusqu'en 2008 à peu près, qu'il y a une grosse vague de licenciements déguisés, parce qu'ils ont cassé toute la sous-traitance, et donc ce sont des milliers de salariés sous-traitants qui se sont trouvés sur le pavé. Mais durant ces années-là, de 1999 à 2008, et encore avec l'activité actuelle, on a connu quand même une nouvelle organisation du travail, qui a mis en danger le chantier naval lui-même par rapport à la pérennité du site. Cette explosion de la sous-traitance avec cette atomisation du salariat qui a fait que des milliers de salariés intérimaires arrivaient de partout, mais à partir de 2001, la nouveauté, en plus de cette sous-traitance en cascade, ça a été le détachement organisé de façon massive. Détachement de travailleurs en provenance d'autres pays, notamment du pays de l'Est, du sud de l'Europe aussi, mais c'est à partir de 2001 que nous, en tant que syndicalistes, on intercepte une note interne qui avait pour nom de code montage exotique et qui était structurée, planifiée par la direction des chantiers, c'était Alstom Marine à l'époque, qui prévoyait, qui invitait les directions des sociétés sous-traitantes à faire appel à de la main-d'œuvre en provenance de pays à faible coût, à partir de taux horaires intéressants frôlant le SMIC, à réfléchir sur des amplitudes horaires au-delà de la durée légale. Donc tout ça se mettait en place. C'est-à-dire que ce chantier naval a constitué quelque part un banc d'essai, un laboratoire, où le patronat, le MEDEF, a expérimenté des nouvelles formes de domination sociale. Et qui, après, ont été mises en œuvre partout, sur l'ensemble du territoire, sur les chantiers du BTP, dans les raffineries. Voilà, donc ça c'est, disons, l'expérimentation organisée par le MEDEF à partir de ce chantier naval. Oui, et ce que vous démontrez, c'est que finalement, il y a eu une dégradation progressive. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à un stade très avancé de la dégradation des conditions de travail, y compris la volonté de dresser les travailleurs les uns contre les autres, les statutaires, les pas statutaires, les intérimaires, les détachés. Finalement, on se retrouve, comme vous disiez, une atomisation du salariat, qui est vraiment l'expression idéale pour décrire vraiment la condition dans laquelle on ne peut plus précisément revendiquer un statut commun, des intérêts communs, parce qu'on est divisé. Tout à fait. L'organisation du travail qui prend forme à partir du début des années 2000 n'a pas seulement un objectif de rentabilité financière, en s'appuyant sur le monoproduit tel que le paquebot, parce que c'est un produit à forte valeur ajoutée. Il n'y a pas que ça. C'est aussi une stratégie idéologique, politique, pour mettre en opposition les travailleurs les uns contre les autres. Dans les années 90, dans les années 80, les intérimaires, les sous-traitants, les salariés des chantiers ont travaillé ensemble. Il y avait une très forte solidarité entre nous. À partir du début des années 2000, il a fallu qu'on s'organise autrement. C'est pour ça qu'on avait mis sur pied une union syndicale multiprofessionnelle de site avec les camarades du chantier naval, les statutaires, les sous-traitants et les intérimaires, de manière à faire force commune face à toute cette stratégie qui cherchait vraiment à nous diviser. Oui, bien sûr. Et c'est ainsi qu'on a pu mener quand même un certain nombre de luttes de salariés intérimaires qui venaient de Dunkerque, de Marseille et d'autres régions, mais aussi de luttes victorieuses de travailleurs détachés. C'est-à-dire que vous avez réussi à prendre en charge les intérêts des travailleurs détachés. Absolument. De la même façon qu'on a organisé les salariés sous-traitants locaux ou d'autres régions de France qui venaient travailler sur le chantier, on s'est occupé également d'organiser les travailleurs détachés. La première lutte a été en 2003, lors de la construction du grand paquebot, le Queen Mary 2. Bon, c'était un chantier énorme. Là, on voit arriver en 2002 230 travailleurs indiens.
avec des entreprises italiennes, des entreprises indiennes. Ça a été la première lutte qu'on a menée avec eux. On les a aidés à s'organiser. Ça a été très laborieux parce que c'était un travail tout un processus de recherche, d'arriver à les contacter. C'est très difficile d'entrer en contact avec les travailleurs détachés. Parce que quand ils partent de leur pays, quand ils quittent leur pays, non seulement pour certains, comme c'était le cas des Indiens, on leur pique le passeport, c'est-à-dire on leur confisque le passeport dès l'arrivée en France, mais en plus ils ont pour consigne de ne pas discuter avec des travailleurs français, de ne pas avoir des échanges avec la population locale. Donc avec cette peur qui est phénoménale, donc forcément c'est pour nous syndicalistes très difficile d'organiser la lutte. On a mis quand même quelques mois et on a réussi. Mais suite à cette lutte-là qui a été victorieuse, il y en a eu d'autres qui se sont enchaînés. Donc des travailleurs roumains, des travailleurs grecs, des travailleurs bulgares. Donc la fiche de paye, c'était 2,88 € de l'heure pour des entreprises lituaniennes qui ont toujours pignon sur rue en France. Actuellement, certaines très connues, qui sont des entreprises très importantes en Lituanie, sont sur Lorient, sont sur Brest, voilà. Donc c'est toute une stratégie qui est bien huilée. André, vous avez commencé à répondre à la question que je vais vous poser. Quel est l'état d'esprit de ces travailleurs détachés? Parce qu'il y a beaucoup de clichés autour des travailleurs détachés quand on ne travaille pas dans votre secteur. On a l'impression que voilà, ils veulent venir en France, ça y est, tout le monde veut travailler ici en France. Mais le premier cliché est de dire qu'ils ne sont pas payés au taux horaire français, vous l'avez dit. Peut-être quelques précisions sur cet état d'esprit de ces travailleurs détachés qui, si je vous suis, ne peuvent même plus rentrer dans leur pays. Alors, ils peuvent rentrer dans leur pays parce que dès qu'ils se rebiffent, ce sont les premiers à être éjectés par les entreprises. Exfiltrés. Ils les renvoient chez eux. Comment on appelle ça quoi? De l'esclavagisme moderne? On appelle ça de l'esclavagisme moderne, tout simplement. C'est-à-dire qu'en France, pays des droits de l'homme, il y a toute une démarche qui a été soutenue, et quand même, il ne faut pas l'oublier quand même, l'État est complice de cette situation, où, avec le MEDEF, ils ont préparé cette stratégie, non seulement d'affronter les travailleurs les uns contre les autres, mais aussi de rendre les travailleurs les plus serviables, c'est-à-dire dans des conditions de corvéable à merci, l'esclavage moderne, tout simplement. Donc ces travailleurs étrangers, ces travailleurs détachés, ils proviennent de pays où le taux de chômage est extrêmement élevé. S'ils gagnent 300 € par mois en Roumanie ou en Bulgarie, si on leur propose de venir travailler en France, évidemment qu'ils vont s'accrocher à cette possibilité. Et donc ils viennent. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, le droit français n'est pas respecté. Il n'est pas respecté parce qu'il devrait être traité comme nous, salariés français, c'est-à-dire payés selon les conventions collectives, selon le Code du travail, avec les amplitudes horaires prévues par le Code du travail, sauf que ces salariés-là, ils font une moyenne de 150 heures par mois. C'est-à-dire c'est 55-60 heures par semaine. Alors imaginez bien, sur le papier, parce qu'évidemment, ces entreprises sous-traitantes qui sont aiguillées par le donneur d'ordre, pas seulement STX, mais dans le BTP on le voit aussi avec Bouygues par exemple, ces entreprises-là font une déclaration préalable de détachement. Alors sur cette déclaration, il est prévu où le salarié va percevoir le SMIC. Sauf qu'en réalité, ils les font travailler 55-60 heures par semaine. Et après, si sur la fiche de paye, lorsqu'ils ont une fiche de paye, eh ben, c'est indiqué un taux horaire, en fait, oui, au SMIC, mais dans le calcul, les gars, qu'est-ce qu'ils perçoivent? Un taux horaire qui représente 2,88 €, 3 €. Pourquoi? Parce que les heures supplémentaires, elles ne sont pas majorées. Oui, c'est ça, il n'y a aucune des garanties qu'on peut retrouver du côté des salariés français. Absolument, parce qu'on parle des cotisations sociales, elles sont moins élevées qu'en France, c'est vrai. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Il y a toute la partie détachement, c'est-à-dire le déplacement, l'hôtel, la restauration, tout ça c'est prélevé sur leur salaire. Et en plus, ils ne sont pas payés en totalité quand ils travaillent. Même les EPI, moi j'avais entendu dire que les EPI aussi étaient retenus sur la fiche de paye des travailleurs détachés. Est-ce qu'on pouvait traduire? Alors, l'EPI, c'est un équipement de protection individuelle, type chaussures de sécurité, des gants. Ils les payent eux-mêmes? Ils les payent eux-mêmes, tout à fait, oui. Alors, il y a des cas comme ça, effectivement. Il y a des cas, déjà, la caractéristique... Au-delà de lutter contre le travailleur détaché, il faut lutter aussi contre l'employeur de travailleurs détachés. Absolument. Alors, il y a des lois, mais bon, les lois, on pourrait en parler.
Il y a une directive, une directive européenne. Oui, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas seulement, seulement le MEDEF qui organise ça en France, c'est que c'est avec, on va dire, la bénédiction, voire l'aide et l'instigation des institutions européennes. Alors, il faut savoir quand même, je voudrais quand même approfondir un petit peu là-dessus pour que très rapidement les gens comprennent. Il existe une directive européenne qui prévoit un socle de droits sociaux. Et en France, ça concerne l'application de cette directive européenne, la 96/71, consiste à faire respecter le Code du travail et la Convention collective française. Ça, aujourd'hui, c'est pas respecté. La Pologne et les pays baltes, entre autres, s'opposent à la révision qui a lieu en ce moment, qui consiste cette révision à renforcer encore plus les droits. Bon. Et en même temps, pour terminer, je voudrais rajouter quand même une chose, parce que les travailleurs détachés, ça c'est un des volets, un des axes menés par le MEDEF, mais il y a aussi ce qui est en train de se passer en ce moment sur le chantier naval. J'étais ce matin à une négociation avec le MEDEF 44, le MEDEF de Loire-Atlantique, avec mes camarades du chantier naval, parce que le MEDEF, ainsi que les entreprises sous-traitantes, avec le soutien de quelques organisations syndicales qui ont soutenu d'ailleurs la loi travail, veulent mettre en place le contrat de fin de chantier, c'est-à-dire un contrat ultra précaire où tous les intérimaires vont se voir forcés à basculer là-dedans, c'est-à-dire fini les indemnités de fin de mission, fini la durée légale, donc on peut être licencié à n'importe quel moment. On avance toujours plus loin dans la précarité. Tout à fait. Dans les enjeux politiques des luttes sociales, il y a bien évidemment la transition écologique, on en parle et on va répondre à cette question. Réindustrialiser le pays, est-ce que ça veut dire aussi polluer? On répond à cette question juste après cette foire aux questions, un sujet dont vous êtes très sensible sur les réseaux sociaux, regardez. Il y a deux aspects dans la sortie du nucléaire. Il y a arrêter la production nucléaire d'électricité. Ça pose immédiatement un problème, c'est qu'il faut la remplacer par des énergies renouvelables. Le but, ça doit être 100% de renouvelables. Mais comprenez bien, on y va là aussi progressivement. Je ne vais pas vous dire, écoutez, demain on arrête toutes les centrales nucléaires du pays et puis on se débrouille, parce qu'on ne pourrait pas se débrouiller. D'abord, on provoquerait l'effondrement du réseau électrique. Donc on est obligé de dire, on arrête une centrale et en même temps, on a l'équivalent de production stable en énergie qui est disponible. Donc c'est une affaire de planification. La planification, c'est l'organisation, la mise en relation des différentes décisions et des différents moyens qu'on met en mouvement. Donc voilà comment ça se passera concrètement. Une fois qu'on a arrêté de faire fonctionner une centrale nucléaire, et c'est-à-dire qu'on l'a remplacée par une énergie renouvelable, après il faut démonter la centrale. C'est une opération extrêmement compliquée, puisque pratiquement tout ce qu'on démonte doit être transformé en déchets aussi inoffensifs que possible, sachant que des déchets totalement inoffensifs, ça n'existe pas. Alors là, j'aime mieux vous dire que c'est une raison supplémentaire pour continuer à financer avec beaucoup d'argent la recherche nucléaire. Pourquoi faire? Justement pour refroidir les déchets nucléaires, parce que tels qu'ils sont là, les déchets nucléaires, il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'années avant que la radioactivité qu'ils contiennent disparaisse. Et on ne pourra trouver le moyen de refroidir les déchets nucléaires que par la recherche, ça ne va pas se faire tout seul. Et vous voyez donc que, contrairement à ce que racontent quelques benets, sortir du nucléaire, c'est pas du tout retourner à l'éclairage et à la bougie, c'est le contraire. Il faut faire des bondes techniques extraordinaires pour arriver à remplacer. Alors bon, je vous rassure, on sait le faire. Le seul problème qu'on a, c'est pas de trouver des énergies renouvelables, ni comment faire fonctionner des énergies renouvelables au niveau dont on a besoin, c'est juste de l'organiser, c'est tout. Bien, on a vu à quel point la question de l'industrialisation, et en particulier de l'industrie du nucléaire, pouvait être une industrie polluante dont il s'agirait aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de l'avenir en commun, de sortir. Vous, Gilles Reynaud, vous êtes syndicaliste dans le secteur du nucléaire, et vous avez monté une association qui s'appelle Ma Zone Contrôlée, qui a la particularité de s'intéresser aux conditions de travail et de vie des salariés qui sont sous-traitants dans l'industrie du nucléaire. Donc vous allez un peu nous expliquer, au titre, comme on le disait tout à l'heure, d'experts du nucléaire, parce que vous êtes dans la machine, vous êtes à l'intérieur, et vous avez du coup un point de vue particulièrement informé sur les conditions de travail avec une industrie aussi polluante, aussi dangereuse, mais aussi les possibilités éventuelles d'en sortir.
Oui. Avant de commencer, déjà, je voudrais faire un petit coucou à tous les copains qui sont malades aujourd'hui. Eh bien, faites-le. Ouais. Dominique, Mathieu, Judicaël, Sylvain, Jérôme, Nordine et Bastien. Des gens qui sont aujourd'hui affectés au plus profond d'eux par la maladie, des maladies professionnelles, des discriminations syndicales, des risques psychosociaux. Enfin voilà, toutes ces personnes-là, je tenais à les saluer ce soir. Vous avez bien fait. Ensuite, pour répondre à votre question, le nucléaire, oui, il va falloir en sortir, mais on aura besoin de tout le monde. Aujourd'hui, la filière nucléaire, c'est 220 000 salariés. En totalité, 170 000 salariés d'entreprises extérieures sous-traitantes. 170 000 en plus des 220 000 ou à l'intérieur? Sur les 220 000, il y en a 170 000. Donc il y a une majorité d'extérieur. Aujourd'hui, la sous-traitance, ça représente plus de 80% des activités sous-traitées. Donc on fait des opérations de maintenance spécialisées, des opérations d'assainissement, du démantèlement. Et de plus en plus de démantèlement. Ça aussi, ce sont des paramètres qu'il faut que l'on prenne en compte. Donc il y a déjà un savoir-faire en matière de démantèlement? Oui. En tout cas, qui est en train de se mettre en place. Mais on découvre. On est au tout début, on va dire, de ces opérations, le démantèlement. Et puis les difficultés que nous rencontrons au fil des jours font que ça ne va pas se faire comme ça. Donc, pour les salariés précaires et les sous-traitants en particulier de cette filière, je pense qu'il est important qu'on mette un terme au dumping social, parce que aujourd'hui, les donneurs d'ordre lancent des appels d'offres et ils prennent le moins-disant social. Donc ça se répercute sur des conditions de travail, et donc in fine, on met en péril la santé, la sécurité, la sûreté. La santé, ça peut avoir de graves conséquences, quoi. Oui, ce que vous dites, qui rejoint exactement ce qui avait été évoqué à propos des deux autres industries, c'est que là, en plus, on est dans une industrie hyper dangereuse. Une industrie. Donc il y a une double faute. Une industrie. Non seulement à l'égard des hommes et des personnes. Très gros risque. Voilà. Donc oui, pour bien sûr les populations. Hein. On va prendre l'exemple du site du Tricastin parce que je travaille sur ce site. Ouais. Sachez qu'un accident qui surviendrait sur le site du Tricastin, type Fukushima, c'est 450 milliards d'euros. Cela coûtera à la collectivité 450 milliards d'euros. Donc, si on survit. Hein. Si on survit, alors il y aura bien évidemment des zones, à Fukushima, nous voyons bien qu'il y a des zones qui sont interdites aujourd'hui. On essaye petit à petit de faire revenir les populations. Mais nous, en France, le pays le plus nucléarisé du monde, nous avons 58 réacteurs installés sur l'ensemble du territoire, plus les sites Areva et CEA. Je pense que nous avons un intérêt fort à nous préoccuper aujourd'hui. La machine, il faut qu'elle soit en état, nous sommes tous d'accord. Il y a des difficultés avec les forges du Creusot, des falsifications de documents qui, apparemment, les taux de carbone dans les pièces risqueraient peut-être de casser. Falsification de documents, c'est ce que vous venez de dire. C'est en cours, oui. Il y a des enquêtes en cours. C'est l'ASN qui a soulevé, on va dire, cette anomalie. C'est-à-dire l'Agence de sécurité nucléaire. L'agence de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire. Et donc, par exemple, on a la difficulté aussi pour la cuve du réacteur de l'EPR à Flamanville. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle ait les critères en termes de qualité. Donc, s'il faut enlever cette cuve, on est mal barré, quoi. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, ce qui est important de préciser, c'est que la sortie nucléaire va prendre du temps. Il y aura des recherches. Il y a 50 ans qui vont arriver devant nous. Ces vecteurs d'emploi pour une écologie plus propre, sans licenciement. C'est ça aussi qu'il faut dire aujourd'hui. Oui, bien sûr. Pour arrêter une centrale nucléaire, ça va prendre quelques années. Il va falloir qu'on s'assure aussi que, même à l'arrêt, l'installation respecte les critères, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas d'anomalie. Donc ça va mobiliser encore des gens. Tout à fait. Et puis surtout, après, c'est les opérations, le démantèlement. Ouais. Il va falloir que l'on s'appuie justement sur les connaissances et les compétences qui sont aujourd'hui acquises par les sous-traitants. Depuis les années 90, on a sous-traité, et aujourd'hui, les exploitants ne savent plus faire. Le geste technique. On devait répondre à cette question tout à l'heure, on va y répondre. Réindustrialiser le pays, ça veut pas dire polluer. Ce hashtag lutte sociale, continuez de nous envoyer vos questions par Facebook ou par... Tout à l'heure, on l'a dit, aujourd'hui, on sait produire un acier plus propre. Avant, c'était 1 tonne d'acier produit, 2 tonnes de rejet de CO2. Et aujourd'hui, on arrive à faire 1 tonne produite et 1 tonne de rejet. Je vous laisse répondre, messieurs, à cette question. Est-ce que c'est valable pour l'ensemble des filières de l'industrie française ?
Moi, ce que je pourrais dire au niveau de la construction navale, c'est que aujourd'hui, il existe des besoins quand même considérables de renouvellement de la flotte, avec des armateurs français qui perçoivent des aides publiques pour aller construire dans les chantiers navals des pays asiatiques. Donc ça, c'est complètement aberrant. Donc ça, déjà, il faut réorganiser tout ça parce que les armateurs français, il faut qu'ils construisent sur ce chantier naval qui est celui de Saint-Nazaire, parce que les capacités industrielles de ce chantier, elles existent, elles sont très fragilisées. Et on parle d'écologie. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend? La prochaine marée noire pour pouvoir se lancer dans la construction de pétroliers, double coque, double fond, de vraquiers, de méthaniers de haute qualité? Ce que vous dites, c'est qu'en investissant dans la construction de nouveaux bâtiments, on réduit les risques d'accident et donc de pollution. Absolument, parce qu'il y a une grande quantité de navires, des vrais navires poubelles qui naviguent sur toutes les mers du monde et qui, le risque est potentiel, quoi. Donc il y a toute une démarche non seulement de construction navale, mais aussi de démantèlement de ces vieux navires. Par exemple, Brest, je sais que mes camarades à Brest se battent pour qu'il y ait la possibilité de démanteler les navires poubelles. Ici, parce que très souvent on va en Inde pour démanteler c'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème. Le Clémenceau, où est-ce qu'il a été démantelé comme navire militaire, hein? Et dans quelles conditions? Parce qu'il faut penser aussi dans quelles conditions ils ont fait travailler les travailleurs là-bas, quoi. Donc en France, il existe des capacités pour pouvoir, et qu'il faut moderniser d'une part, il faut ces capacités qu'il faut entretenir et qu'on ne peut pas laisser se fragiliser comme ça, quoi. Bien sûr. Lionel Burriello, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste compléter quelque chose. Effectivement, il y a des nouveaux procédés concernant l'acier pour produire de l'acier propre aujourd'hui, enfin quasi propre aujourd'hui. Mais il ne faut pas négliger aussi l'investissement sur l'existant, avec l'obsolescence. Parce que mine de rien, le résultat d'exploitation brut, il est reversé majoritairement dans le cadre de dividendes aux actionnaires et une très faible partie est reversée à l'investissement et aux travaux neufs de l'outil. Donc finalement, au final, on a une obsolescence de nos outils qui, par le parfait, pollue plus. Oui, voilà. Okay. On va peut-être rappeler rapidement les 3 points du programme que vous portez, Lionel, sur le sujet. Et les points du programme de l'avenir en commun que vous portez sur le sujet. Écoutez, les 3, j'ai pas compris. Les points du programme essentiels sur ce dont on vient parler. Écoutez, bien évidemment, c'est à un moment donné, c'est porter haut et fort que l'industrie aujourd'hui est primordiale et essentielle pour notre territoire. Et si on peut le faire proprement, écologiquement, de façon responsable, sans avoir les diktats d'un patron qui est financier sans aucune stratégie industrielle, je pense que c'est ce qui est évoqué dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, avec un protectionnisme solidaire, des lois anti-dumping. Enfin, je vais pas refaire tout le programme, mais effectivement, quelque chose qui porte bien son nom d'ailleurs, parce que c'est en commun qu'on l'a travaillé. Et rapidement pour terminer, Gilles, aujourd'hui, on a besoin de cette transition, c'est possible, et c'est le fruit d'une réelle volonté politique que vous portez. Oui, il va falloir qu'on envisage sérieusement la sortie du nucléaire, mais je vais insister. On l'envisage sérieusement, vous inquiétez pas. Oui, mais il va falloir qu'on le fasse avec les salariés, quoi. Et les salariés, pour qu'ils adhèrent à ce projet, il va falloir enlever cette précarité qui existe, parce que c'est un véritable cancer. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont déjà prêts. Il y a des statuts qui ont été élaborés. Je l'ai sous les yeux, là, ici. Il faut vite que nous fassions, que l'on sécurise ces salariés. Ils vont adhérer à ce projet de sortir du nucléaire, sécuriser les installations. On a vraiment besoin d'eux. Et peut-être bien qu'aussi, le jour où on aura un accident nucléaire, ce que je ne souhaite pas, on aura aussi besoin de ces compétences. Merci beaucoup à tous les 3 en tout cas d'être venus dans cette émission spéciale Lutte sociale. Continuez de réagir, vous êtes plus de 7000 à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon interviendra tout à l'heure évidemment. #lutte sociale.